Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Stuttgart, Paris Saint-Germain, on y est, dernier match de la phase de championnat pour le Paris Saint-Germain, 8e et dernière journée à Stuttgart dans une ambiance survoltée de 60 000 personnes. Ça va être un gros match et il va y en avoir des gros matchs, il va y en avoir du spectacle multiplex pour cette dernière journée, mercredi soir, tous les matchs en même temps, du suspense sur beaucoup de pelouses, des scénarios qui peuvent être rocambolesques. Il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en très peu de points, donc je pense que les gars, on va vibrer mercredi soir. Et le Paris Saint-Germain qui reste donc sur une victoire face à Manchester City au Parc des Princes, bien inspiré d'avoir gagné ce match-là, parce qu'on va pas se mentir, même avec cette victoire-là, eh ben, il va falloir faire au moins un match nul pour se qualifier face à Stuttgart, pour continuer en 16e de finale de Ligue des Champions, parce que en cas de défaite, on va le voir juste après, en termes de scénario, on pourrait se qualifier, mais il faudrait qu'il y ait d'autres scénarios. En tout cas, on n'aurait pas notre destin entre nos mains. Pareil pour Stuttgart, un match nul qualifierait Stuttgart, donc un match nul qualifierait les deux équipes. Comme d'habitude, on est parti pour un avant-match avec mes pronos, mon 11, l'animation, les points forts de Stuttgart, les points faibles de Stuttgart, des images arrêter, décrypter un petit peu cette équipe, ses joueurs phares, etc. On va traiter tout ça ensemble. Mais avant toute chose, il y a énormément parmi vous de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas, ça coûte rien, c'est un petit clic et ça me fait plaisir. Allez, on est parti tout de suite avec la situation au classement. Le Paris Saint-Germain est donc 22e avec 10 points et une différence de but de +2. Ça va jouer parce que ça se joue dans un mouchoir de poche et peu importe le nombre de points qu'on aura, la différence de but peut faire la différence pour gagner une, voire plusieurs places. Et au final, ça peut jouer vraiment sur ton 16e de finale ou potentiellement derrière ton 8e de finale. On le sait, c'est dans les petits papiers. En cas de victoire pour le Paris Saint-Germain, il pourrait potentiellement y avoir un 16e de finale très abordable, mais derrière un 8e de finale très compliqué face au Barça ou à Liverpool par exemple. Donc chaque place va compter et même la différence de but va évidemment faire la différence. Stuttgart est juste derrière, 24e avec 10 points également, mais une différence de -1, donc on peut le voir, malgré le nombre de points positifs pour Stuttgart à 10 points, avec -1 de différence de but, ils sont 24e, donc derrière le Paris Saint-Germain. Match capital donc pour les deux équipes, parce que il y a pas mal d'équipes qui peuvent revenir. Le Shakhtar peut revenir, même si à la différence de but, ça risque à mon avis de leur coûter très cher. Le Dynamo peut passer devant, Manchester City peut passer devant, donc il va falloir absolument prendre des points pour ces deux équipes. Derrière, voici donc les scénarios. Le PSG peut se qualifier si victoire ou match nul contre Stuttgart, évidemment, et s'il y a défaite face à Stuttgart, il faudrait 3 scénarios positifs sur 5 pour que le Paris Saint-Germain soit qualifié. Voici donc les scénarios. Manchester City ne gagne pas, donc face à Bruges, je vous ai mis les adversaires à chaque fois sur le côté gauche, donc il faut que Manchester City ne gagne pas, le Dynamo Zagreb ne gagne pas face au Milan AC, le Shakhtar ne gagne pas, ou alors ne gagne pas sans rattraper les 8 buts d'écart avec le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Donc ça, ça risque d'être quand même très compliqué pour le Shakhtar. Le Sporting perd aussi lourdement que le Paris Saint-Germain face à Bologne. Et Benfica ne perd pas plus lourdement que le Paris Saint-Germain face à la Juve. Donc, pour vous éclairer, je vous ai montré ce qui est possible et pas possible. Comme je vous ai dit, il faut 3 scénarios positifs sur 5. Il y a 2 scénarios déjà qui sont quasiment sûrs de passer. Le Dynamo Zagreb ne gagne pas face au Milan AC. A priori, au pire, il y aura match nul. Enfin, au mieux pour le Dynamo, il y aura match nul. Mais j'imagine pas le Dynamo Zagreb battre le Milan AC. Un Milan AC qui a aussi besoin de points. Et Zagreb n'a gagné contre aucun gros. Le Shakhtar ne gagne pas. Ou alors, si jamais il gagne, il faut qu'il rattrape 8 buts d'écart avec le PSG. On l'a vu tout à l'heure, une diff de -6. Donc, ça risque quand même d'être très, très compliqué. Donc, on a 2 scénarios sur 5, mais il en faut un 3e. Et c'est là que ça se complique et c'est là que tu te dis, en fait, il ne faut pas qu'on perde. Parce que Manchester City ne gagne pas. A priori, un City qui doit se qualifier à domicile, ça devrait gagner face à Bruges. Même si, dans le football, on ne sait jamais. Le Sporting perd aussi lourdement que le Paris Saint-Germain. Donc, si jamais on perd 1-0, il faudrait que le Sporting perde 1-0 face à Bologne, sachant que le Sporting est à domicile. Ça paraît là aussi possible, mais compliqué. Pareil pour le Benfica, il faudrait que le Benfica perde face à la Juve. Si nous, on perd 1-0, il faudrait que le Benfica perde 2-0 face à la Juve. Donc, encore une fois, c'est possible, mais c'est compliqué. Donc, on se rend vite compte que
un match nul au minimum pour le Paris Saint-Germain est vital. Ensuite, on va regarder un petit peu la forme de Stuttgart parce que, je vais pas vous mentir les gars, il y a énormément de personnes qui... C'est un peu le syndrome, j'aime bien l'appeler le syndrome Real Sociedad. Quand l'année dernière, le Paris Saint-Germain est tombé sur la Real Sociedad, tout le monde nous a dit « Ah les Parisiens, MDR, ils me font super rire, ils savent pas du tout ce que c'est la Real Sociedad, l'enfer d'Anoeta, Takoufé Sakubo, Zubimendi, Merino, pas la Sociedad, c'est exceptionnel, les Parisiens, on va bien rire quand ils vont tomber contre la Sociedad, etc. » Et au final, on a vu ce qui s'est passé, ouais. La Sociedad, voilà, 3 mi-temps sur 4, ils n'ont pas existé, on les a explosés. Mais voilà, hein, Sartek, la Sociedad. Non, à un moment donné, la Sociedad avait des qualités, était une belle équipe, mais c'est en dessous du Paris Saint-Germain, encore plus un Paris Saint-Germain à son niveau. Bah, c'est la même chose pour Stuttgart. C'est une belle équipe, valeureuse, avec de bons joueurs, de jeunes joueurs, mais le Paris Saint-Germain est au-dessus. Point barre, à son niveau, est largement au-dessus, et même à l'extérieur, est au-dessus. Ok. Donc, c'est une belle équipe, mais attention, il faut savoir aussi rester mesuré, ça reste Stuttgart avec tout le respect. Quand on voit leurs résultats, alors dernier résultat en championnat, défaite d'ailleurs face à Mayence 2-0. Globalement, Stuttgart est 5e en championnat, ça se passe plutôt bien. C'est pas Dortmund ou le Bayern, ça reste Stuttgart, mais ça fait 2 ou 3 saisons quand même qu'ils se débrouillent très bien en championnat et qui sont retour aux affaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions cette année. Donc en Ligue des Champions, on voit les résultats. Défaite face au Real Madrid 3-1, un partout face au Sparta Prague. Ce que je vous ai entouré, c'est les résultats à domicile parce qu'on va se pencher dessus. La Juve, victoire 1-0 là-bas, ça c'est une belle victoire. Défaite à domicile face à l'Atalanta 2-0. Défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1 à l'extérieur et victoire dernièrement face aux Young Boys 5-1 à domicile et face à Bratislava à l'extérieur 3-1. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose que je voulais faire remarquer quand même, le calendrier du Paris Saint-Germain, c'est là que tu te rends compte qu'il était insane. Quand tu vois qu'une équipe comme Stuttgart, elle joue le Sparta Prague, l'Étoile Rouge de Belgrade, les Young Boys de Berne et Bratislava, faut se mouiller la nuque, quoi. Donc, quand Stuttgart est à 4 points et que derrière, ils ont, dans les deux journées juste avant, Young Boys de Berne et Bratislava, qui sont respectivement avant-dernier et dernier de Ligue des Champions avec 0 points, bah ça aide pour se retrouver à 10 points comme le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc ça, encore une fois, la balance au niveau des calendriers, nous, on a clairement été désavantagés. C'est pas une excuse, mais quand même. Et on peut voir au niveau, donc, des résultats à domicile, seulement une victoire pour Stuttgart. Et c'était donc face aux Young Boys, dernier de Ligue des Champions, avec 0 points. Sinon, c'est une défaite face à l'Atalanta, une équipe qui est similaire au Paris Saint-Germain, 2-0 net et sans bavure, et un match nul qui fait tâche quand même à domicile face au Sparta Prague, un partout. Vous pouvez le voir en gras, l'affluence 60 000 spectateurs, j'aime bien le rappeler parce que ça joue dans le football, 60 000 spectateurs à domicile, il y a peut-être une sorte de pression. Stuttgart est une équipe très jeune, 24 ans de moyenne d'âge, quasiment aussi jeune que nous, voire peut-être un chouïa plus jeune que nous, mais ça reste une jeune équipe et peut-être que l'affluence à domicile, la pression fait que, en tout cas on remarque quand même qu'à l'extérieur ils sont un petit peu plus à l'aise avec cette victoire probante face à la Juve 1-0. Dépourvu de pression puisque l'Étoile Rouge de Belgrade c'est une défaite 5-1, mais ils étaient favoris Stuttgart, voilà. Donc il y a peut-être quand même une forme de pression. Ce qu'on remarque aussi c'est que Stuttgart ne va pas fermer le jeu, on va en parler juste après. Formation 4-2-3-1 sur chacun des matchs, que ce soit une petite ou une grosse équipe, 4-2-3-1 classique. Ensuite, du côté des absents, pas d'absent majeur. Du côté de Stuttgart, par contre, il y a un absent important. Côté Paris Saint-Germain, c'est évidemment Nuno Mendes. On pourra compter sur Lucas Hernandez qui est de retour ou bien Lucas Beraldo. On verra qui sera titulaire côté gauche. Heureusement qu'on a quelqu'un à gauche quand même de qualité avec Lucas Hernandez qui a en plus cette expérience dans un match important comme ça à l'extérieur, un match important où il ne faut pas perdre. Je pense que c'est bien d'avoir toute l'expérience sur le terrain d'un Lucas Hernandez. Donc c'est un petit peu compensé par qui tu peux avoir en backup. Bah oui les gars, vous pensiez y échapper? Bah non, bah non, faut remplir le frigo les amis. Et oui, petit sponsor Unibet comme d'habitude qui m'accompagne pour toutes mes vidéos avant match. Les amis, vous avez 100 € offerts comme d'habitude sur votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €. Si vous jouez 50 €, vous déposez 50 €, vous jouez 50 €, votre premier pari est perdant. Vous avez 50 € reversés en pari gratuit et ça va jusqu'à 100 €. Si vous jouez 100 € sur votre premier pari, ils sont perdants. Unibet vous redonne donc 100 € en pari gratuit. C'est une sorte de deuxième chance. C'est évidemment réservé aux majeurs. Et surtout, faites attention parce que les gars, ok, on a fait des bons petits pronos ces derniers temps, mais vous m'envoyez des tickets, les mecs, vous êtes des zinzins. Ok, si vous pouvez vous permettre de jouer ces sommes, grand bien vous fasse. Mais quand même, les gars, je suis obligé de vous le dire, faites attention. Faites attention. Et surtout, il faut que, déjà, on n'est pas obligé de parier. Et surtout, il faut que ce soit de temps en temps. Voilà, faut pas que ça devienne une habitude. On n'est pas là pour gagner sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas. Et encore un grand, énorme, immense merci à ceux qui utilisent le code RECOBA. On passera au prono juste après. Mais avant toute chose, avant de commencer avec les forces et les faiblesses de Stuttgart, les gars, j'ai envie de vous dire, petit instant flex quand même. Regardez-moi ça.
Ouais. On m'a décrié dans les commentaires, hein, mais je crois qu'on a répondu présent. Bon les amis, on va passer maintenant aux forces-faiblesses de Stuttgart. Stuttgart, en fait, c'est une équipe, j'ai envie de dire, un petit peu comme le PSV Eindhoven, comme Gérone qu'on a pu affronter. C'est des équipes qui aiment jouer au ballon, c'est des équipes assez jeunes, qui ont des planifications sportives vraiment basées sur la jeunesse et sur le jeu, qui aiment jouer au ballon, qui sont beaucoup plus à l'aise avec ballon que sans ballon, qui aiment avoir le ballon plutôt que de défendre, qui savent aussi jouer en transition, qui savent bien utiliser le ballon et qui ont des joueurs très techniques. Mais des joueurs qui n'ont pas forcément envie de défendre, qui n'aiment pas défendre, que ce soit dans les 1 contre 1 ou à la perte de balle, gérer les espaces, on va le voir ensemble, il y aura pas mal de points faibles à aborder du côté de Stuttgart, mais ce sont des équipes qui sont beaucoup plus à l'aise en tout cas avec le ballon que sans le ballon, et c'est des équipes qui, par moments, manquent de hargne, d'agressivité, de salir le short, d'impact, et on va le voir à plusieurs reprises par rapport à Stuttgart, mais globalement, pour moi, c'est vraiment une équipe. C'est une équipe allemande en fait, c'est une équipe qui va de l'avant, qui a des latéraux offensifs, qui aime jouer, qui aime attaquer, comme le championnat, et qui frappe beaucoup aussi. Ça c'est un peu la mentalité allemande, décocher des frappes de 20, 25, 30 mètres, souvent frapper, ne pas hésiter à frapper, ne pas hésiter à tenter la frappe, à tenter sa chance, à tenter des gestes. C'est un peu le football allemand qu'on observe depuis longtemps, c'est football champagne, on aime jouer au ballon, voilà, on aime jouer au ballon et on n'aime pas forcément défendre, et c'est ce qu'on va voir du côté de Stuttgart. Tout de suite avec cette séquence face au Real Madrid. Début de deuxième mi-temps, le Real qui joue l'engagement et qui va jouer derrière. Et ça, c'est intéressant parce que pour le Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui aime revenir derrière pour essayer de trouver des espaces, pour faire sortir le bloc et derrière trouver des espaces intéressants avec un jeu en une touche, deux touches, eh ben, on peut le voir ici où Stuttgart va presser, mais regardez l'espace qu'il laisse entre la défense et le milieu de terrain. Et on peut voir sur le côté droit, donc je crois que ça doit être Eder Militao là, qui va donner à Carvajal. Carvajal va revenir intérieur et on peut voir Tchouaméni. Regardez Tchouaméni au milieu de terrain qui va se sortir du marquage et qui, en une touche, là on peut le voir, hein, la volonté aussi de Stuttgart de presser, il y a une volonté de jouer haut et de venir gêner tout de suite, de venir presser très haut. Mais du coup ils se découvrent. Et le problème c'est que leurs défenseurs là qui sont très hauts, ils ont, vous allez le voir sur beaucoup de phases, beaucoup de mal à jouer et à défendre dans leur dos, à défendre en reculant et à gérer la profondeur dans leur dos. Et là vous allez voir, passant une touche de Tchouaméni pour Vinicius. Tchouaméni sait que dans cette zone-là, Vinicius peut être dangereux et en vitesse battre Mittelstedt, qui est un très bon latéral, très complet, mais qui n'est pas le plus rapide qui soit. On a connu mieux en tant que latéral au niveau de la vitesse. C'est surtout un latéral qui a une belle patte gauche, une bonne qualité de centre et de frappe. Et là, on va voir Vinicius, surtout une erreur, vous voyez, hein, qui défend en reculant. Erreur de Mittelstedt d'appréciation. Et du coup, ça profite à Vinicius qui va servir en retrait Kylian Mbappé. On peut le voir aussi ici tout de suite avec sur la droite, là vous voyez Bellingham au milieu. Ferland Mendy qui va donner en une touche à Bellingham, qui lui aussi en une touche va donner à Kylian Mbappé qui part. Ça va donner but. Malheureusement, vous le voyez sur l'image, Kylian Mbappé est hors jeu comme très souvent. Mais ça aurait pu faire 2-0 en l'espace de 2 minutes. Hein, parce que vous pouvez le voir sur cette action 45-20 et derrière 47-10. Hein. Donc c'est vraiment, et encore une fois, hein, on voit un petit peu la naïveté de la défense de Stuttgart qui en plus de ça un petit peu mal alignée et qui a failli se faire prendre. Ici, encore une fois, on le voit à la 93e. Regardez Vinicius qui veut prendre l'espace. Il y a de l'espace entre les deux. Et le point fort, partir dans la profondeur. Rodrigo. Je crois que Rodrigo va le servir. Et Vinicius va buter sur Nubel. Donc là, on le voit. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que Désiré Doué sera préféré à Gonzalo Ramos parce que de vitesse, il y a vraiment quelque chose à faire, prendre les espaces, que ce soit Barcola, que ce soit Doué ou Dembélé qui peuvent tous les trois évoluer dans cette zone et apporter cette qualité de vitesse et de prise de profondeur, ben je pense que ça peut faire très très mal à cette défense de Stuttgart. Là, c'est face à Mayence et vous allez voir encore une fois au bout de 2 minutes. Alors, tout à l'heure, on voyait Stuttgart assez haut quand même sur le terrain au niveau du bloc. Là, cette fois-ci, c'est sur une phase où ils défendent assez bas, mais quand même, dans le dos du latéral, entre le central et le latéral, regardez la passe. Et voilà, ça donne une situation de but. Malheureusement, je crois qu'il y a hors-jeu pour Mayence. Du coup, il n'y aura pas de but. Mais dès la 2e minute, bah, ils sont pris dans le dos. Voilà, dès la 2e minute, ils sont pris dans le dos. C'est là que tu vois qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à se situer et à défendre en reculant et surtout à gérer la profondeur. Là, encore une fois, on le voit avec le rouge au milieu de terrain. Et regardez la différence. Regardez, il y a déjà une phase de 1 contre 1 ici. Et même tout en bas, où il va être tout seul, l'ailier. Et regardez jusqu'au bout, hein, où finalement cet ailier va se retrouver tout seul face à Nubel à la 28e et va pouvoir mettre ce 1-0. Donc on voit vraiment que Stuttgart, c'est une équipe, comme je disais, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit au début, je dirais naïve et laxiste. Naïve et laxiste. Il laisse énormément d'espace.
Et là, c'est quelque chose que je disais tout à l'heure. On l'a vu face au Real Madrid avec Rudiger qui relance le Real Madrid sur un corner où il marque de la tête. Une fois de plus, un but venu d'un corner, et cette fois-ci, c'est Ekitike, parce qu'on peut dire Rudiger, il est immense, il est puissant, c'est difficile, tout le monde peut prendre un but de la tête de Rudiger, c'est vrai. Mais là, c'est Hugo Ekitike qui va marquer de la tête, et Hugo Ekitike, on le connaît bien. Hugo Ekitike, c'est pas l'attaquant le plus grand en taille, c'est pas l'attaquant le plus puissant, on le sait, il est très mince. Donc là, encore une fois, c'est pour moi rien à voir avec le fait d'être grand, puissant, quoi que ce soit, c'est juste du laxisme, du manque d'agressivité, du manque de hargne. Et cette équipe de Stuttgart, elle aime avoir le ballon, elle aime jouer au football, elle aime combiner, elle aime frapper, mais elle aime pas forcément défendre, elle aime pas salir le short, elle aime pas aller au duel, j'ai remarqué. Et même, vous allez voir, dans les 1 contre 1. Là, on le voit, perte de balle au milieu de terrain, et là, tout à l'heure, c'était des phases assez contrôlées, on va dire, plutôt pas lentes, mais contrôlées. Là, c'est une phase de transition rapide pour Francfort à la récupération du ballon. Donc perte de balle au milieu de terrain de Stuttgart, et là ils vont se projeter tout de suite. Et regardez, il y a déjà une situation de 4 contre 4, 4 contre 5, et vous allez voir, c'est ce que je disais en 1 contre 1, hop, un simple crochet, hop, défenseur central éliminé, et juste après, le latéral droit là sur le côté va se faire éliminer aussi d'un simple crochet, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué face au Real, mais vous allez pouvoir me dire, oui, mais il y a Vinicius et Mbappé, la qualité en 1 contre 1 c'est pas la même, c'est vrai, mais Francfort, bon, c'est quand même une qualité moindre, mais nous surtout, on a des joueurs qui excellent, et ça a été le cas aussi face à l'Atalanta, où Lookman et De Ketelaere par exemple se sont régalés en 1 contre 1. Et là donc double crochet. Nous, surtout, je ne l'ai pas précisé, mais nous, Barcola, Dembélé et Désiré Doué sont énormissimes en 1 contre 1. C'est leur force. Donc là-dessus, il y a aussi un coup à jouer. Et là, vous allez voir, donc après ce débordement, il va centrer en retrait pour le but de son coéquipier. C'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois avec le Real Madrid. Vinicius pour Mbappé, Mbappé pour Vinicius. C'est quelque chose qu'on a vu avec l'Atalanta, De Ketelaere pour Lookman, et c'est quelque chose dont on peut profiter, les débordements de Barcola, de Dembélé, de Désiré Doué, avec un Barcola qui reprend, un Dembélé qui reprend comme face à City, avec Barcola qui prend la profondeur et qui sert Dembélé au milieu. Face à Salzbourg, c'est pareil, c'est Désiré Doué qui reprend et qui la met pleine lucarne. On a vu ça souvent ces derniers temps, et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut appuyer, parce que déborder, on a vraiment, je trouve, un problème dans le dos des latéraux, et même en 1 contre 1, que ce soit Mittelstadt ou, comment il s'appelle, Vagnoman, ils ont vraiment un problème en 1 contre 1, et il y a vraiment moyen, et pareil après pour aller trouver quelqu'un dans la surface. Là, vous pouvez le voir, hein, le repli défensif de Stuttgart, bon, malgré qu'il y ait eu le temps quand même de revenir, finalement, il n'y a que un blanc dans la surface, et c'est du 3 contre 3. Donc voilà, c'est comme je dis, en fait, les tâches défensives, c'est pas forcément leur fort. Voilà les amis, donc comme j'ai dit, pour moi c'est vraiment une équipe qui aime jouer au football. C'est un peu comme le PSV Eindhoven, et pour moi ce sera le même scénario à peu près avec une équipe du Paris Saint-Germain qui, si elle est à son niveau, dominera de la tête et des épaules ce Stuttgart. Voilà, Stuttgart qui pourra avec quelques petits éclairs faire quelque chose, mais le Paris Saint-Germain, on le rappelle, c'est une des équipes qui concède le moins d'occasions, et on l'a vu face à Gérone et face au PSV Eindhoven qui pour moi sont des équipes de niveau similaire à Stuttgart, qui ont eu du mal à se créer des occasions. Le PSV Eindhoven a marqué sur sa seule occasion avec cette transition rapide et ce but de Noah Lang. Sinon, rien du tout. Et à mon avis, pour Stuttgart, bon, je pense qu'il y a quand même un peu plus de capacité offensive peut-être pour se créer des occasions. Mais c'est aussi ça, ce qui veut dire qu'ils vont se découvrir. Et derrière, ça peut faire très mal. Donc, ouais, pour moi, ce sera un scénario similaire au PSV Eindhoven, avec une équipe qui laisse des espaces, qui est assez naïve, qui est très jeune, qui manque d'expérience dans ce genre de grand rendez-vous important avec la pression. On sait que Stuttgart doit aussi prendre au moins 1 point pour se qualifier, donc ils auront la pression eux aussi devant leur public, même s'ils vont tout donner. Il va y avoir moyen, il va y avoir beaucoup d'espace, et avec les joueurs qu'on a, et en plus je trouve que tout le monde est en grande forme, c'est-à-dire que ce soit la ligne d'attaque offensivement, dans les duels ou devant le but, c'est efficace en ce moment et ils sont vraiment en forme. Pareil pour les entrants, pareil pour les milieux de terrain, et pareil avec un Vitinha qui est revenu à très haut niveau, et João Neves qui est exceptionnel, et la défense qui est toujours au niveau, et Donnarumma qui est meilleur qu'à l'accoutumée. Donc ouais, c'est vraiment, je vois le même match à peu près que le PSV Eindhoven. On va passer du coup au 11. Donc voici, on va commencer par Stuttgart. Voilà le 11 qui devrait normalement aligner avec Mittelstadt sur le côté gauche, Vagnoman sur le côté droit, la défense quasiment 100% francophone, Rouault, Chabot, Noubel, le gardien qu'on a connu à Monaco, qui faisait pas mal de boulettes d'ailleurs, qui est pas exemple de tout reproche. Double pivot classique avec Stiller et Karazor. Karazor, c'est un petit peu plus pour les tâches défensives, et Stiller, c'est un petit peu le métronome, le meneur de jeu reculé, avec devant Enzo Mio. Lui, c'est vraiment toute la touche créative, orienter le jeu, venir dribbler, chercher des 1 contre 1, venir frapper. Voilà, c'est le créateur, celui qui trouve la passe décisive. Undav,
un joueur quand même qui fait beaucoup d'appels, sur lequel il va faire attention. Mais vu comment Pacho s'est comporté avec Haaland, je pense que Ndav, normalement, ça devrait être à sa hauteur. Et surtout les ailiers, attention à Leveling, attention à Furic. Ce qui est bien, c'est qu'on aura Lucas Hernandez face à Leveling. Ça peut être vraiment un gros point fort d'avoir Lucas au duel sur lui et toute son expérience aussi. Leveling est un jeune joueur. Et Hakimi face à Furic. Bon, voilà, la dernière fois qu'Achraf Hakimi s'est fait passer, c'était sûrement en 2002 dans son jardin. Voilà. On passe au niveau du Paris Saint-Germain. Et là, donc, c'est la composition face à Manchester City. Donc, tout ce qu'on sait déjà, c'est que, évidemment... Oups, pardon. Je suis sur le mauvais truc. Évidemment, si je suis sur OBS, c'est problématique. Alors oui, donc je disais, Nuno Mendes, on sait qu'il n'est pas là. Donc, ce sera probablement... Lucas Hernandez, peut-être Beraldo, hein, on n'est pas à l'abri d'avoir le Beraldo, mais je pense que dans un match important comme ça, où il faut quand même de l'expérience à l'extérieur et tout, je pense que Lucas Hernandez est bien plus adapté. Ensuite, Donnarumma dans la cage, parce que bon, voilà, même si je préfère Safonov, ses dernières performances sont bonnes, sont rassurantes. Paradoxalement, depuis qu'il a pris un coup dans la tête, de crampon dans la tête par Singo, bah on dirait que ça lui a remis les idées en place. En plus de ça, il aurait pu avoir peur de sortir, comme sur certaines phases, on a pu remarquer ces dernières années. Bah, au final, tout l'inverse, il a plus peur de sortir. Maintenant, limite, ça l'a un peu débloqué, on dirait. La charnière centrale, toujours la même. Hakimi à droite, évidemment. Le milieu de terrain, Vitinha, Ruiz, João Neves, parce que j'aime bien dire, on change pas une équipe qui gagne. Donc pourquoi pas avoir Warren impactant en sortie de banc. Maintenant, si c'est Warren à la place de Ruiz, ça ne me dérange absolument pas. Et Barcola, Doué. Je pense du coup qu'il y aura le retour de Dembélé. C'était l'excuse de la grippe, mais cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuse de grippe. Et je pense du coup qu'on aura évidemment le côté fort Hakimi Dembélé et Désiré Doué en pointe pour sa vitesse, sa qualité technique, sa capacité à garder le ballon, à jouer dos au but, à prendre la profondeur, à faire beaucoup d'appels, techniquement très juste, être capable de frapper de loin. Voilà, il y a une palette quand même assez large pour Désiré Doué et il combine très bien aussi, on le voit venir combiner ici, demi-espace, il est à l'aise dans les deux demi-espaces, on le voit interchanger aussi et on le voit venir aider, on le voit partir en profondeur, on le voit combiner avec Dembélé, on connaît sa qualité technique, donc Désiré Doué en faux neuf, c'est intéressant en ce moment, c'est ce qui marche, donc je le mettrai là et puis on n'est pas à l'abri aussi par séquence de voir évidemment Barcola en faux neuf, prendre la profondeur avec Doué ici qui vient chercher des 1 contre 1 face à Vagnoman, un des points faibles, hein, ça va être clairement, je peux mettre Doué ici, je peux mettre Barcola ici. Si on parle vraiment purement animation, on a Leveling qui est quand même quelqu'un d'assez offensif. J'ai l'impression quand même que Furic est quelqu'un qui défend un petit peu plus que Leveling. Et ici, face à Vagnoman, qui est pour moi celui qui est le moins bon défensivement et qui laisse des espaces vraiment et qui est en tout cas en plus facilement passable en 1 contre 1. Là, c'est vraiment un point sur lequel il faut appuyer. Et c'est pareil, Karazor, c'est quelqu'un qui a des grands compas. Donc je pense que la petite taille, hein, toute proportion gardée d'un Désiré Doué, peut faire mal dans les petits espaces, dans les petits appuis et peut faire vraiment la différence techniquement. Voilà, et puis même partir ici avec un Dembélé qu'on voit souvent revenir là, ou bien un Ruiz ou un João Neves qui se projette. Donc voilà, ici pour moi il faut vraiment appuyer, évidemment pareil de l'autre côté avec le côté fort Hakimi et Dembélé. Et puis un point important aussi, c'est que souvent on a une configuration comme ça défensivement avec Stuttgart, avec Enzo Mio qui se retrouve deuxième attaquant et qui défend un petit peu en 4-4-2. Et au final, en fait, tu as une domination au milieu de terrain finalement, avec ces deux attaquants qui gênent en fait cette première relance-là, mais à partir du moment où tu arrives à trouver la relance et que tu arrives à trouver donc Vitinha ou João Neves ou Ruiz, ben finalement tu te retrouves en supériorité numérique dans l'axe. Et même si on pourrait dire oui, mais les Leveling et Furic seraient axe, et là dans ce cas tu pourrais te retrouver entre 4 contre 3, le problème avec ça, c'est qu'ici, eh ben, tu mets en position de faiblesse Vagnoman et Mittelstedt qui peuvent se retrouver en 1 contre 1 face à Barcola et Dembélé, voire même en 1 contre 2 avec Achraf Hakimi. Donc ça c'est intéressant parce que sur les phases défensives, j'ai souvent remarqué Enzo Mio qui est très proche d'Undav pour venir presser et gêner la première relance. On l'a vu d'ailleurs face au Real Madrid sur la première image avec un Enzo Mio qui est très haut et au final... Ben, ils se font passer assez rapidement et avec cette passe de Tchouaméni et on peut voir sous pression Vitinha qui se débrouille très bien, même João Neves et même Ruiz hein, plus bas qui arrive en général à ne pas perdre le ballon. Voilà, donc ça peut être un point fort aussi. Voilà pour mon analyse sur ce match, on va passer au pronostic, mais comme vous le voyez, moi je vois la victoire du Paris Saint-Germain à 2,70. Honnêtement, je trouve que la cote du Paris Saint-Germain est très élevée et je trouve cette équipe de Stuttgart est surestimée. Encore une fois, dans cette vidéo, mon but, c'est pas de sous-estimer cette équipe ou de manquer de respect à cette équipe, mais c'est oui une équipe valeureuse, oui une équipe qui joue bien, mais par rapport à tous les défauts qu'ils peuvent avoir et qu'on a pu voir dans de nombreux matchs en championnat et en Ligue des Champions, et par rapport surtout aux qualités
du Paris Saint-Germain. C'est parce que c'est comme ça aussi que tu vois que tu cotes un match, c'est les qualités de l'adversaire. Je trouve cette cote de 2,70 trop élevée pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est mon avis, mais pour moi, ça va donner un scénario égal à celui du PSV Eindhoven. Et après, évidemment, bah, c'est à la qualité de devant des joueurs de devant du Paris Saint-Germain de marquer, parce que bah, face au PSV, on s'est arraché les cheveux. On a eu un record d'expected goals en Ligue des Champions, et finalement, bah, ils ont pris un point. Voilà, donc ça veut rien dire. Mais pour moi, on a toutes les qualités, voilà, pour leur faire très mal. Donc victoire du Paris Saint-Germain à 2,70. Un autre pronostic intéressant, ça c'est si vous êtes dans une gestion de bankroll ou que vous jouez des grosses sommes, c'est le même que face à Manchester City. Paris Saint-Germain ou nul, puisqu'un nul suffit pour se qualifier au PSG, avec plus d'1,5 but dans le match. Face à City, plus d'1,5 but, c'est largement passé, 6 buts dans la rencontre. Stuttgart est une équipe qui marque, qui prend des buts. Le Paris Saint-Germain aussi, quand bien même elle domine, quand bien même elle concède peu d'occasions, elle en prend toujours. Et en plus, à l'extérieur, c'est bancal. Donc, j'ai envie de vous dire, pour moi, ça, c'est un prono qui doit largement passer. 1,69, c'est quasi 1,70, c'est une très belle cote. Pour 100 euros, si vous êtes dans une gestion de Mollcroll et que vous avez un gros budget, 100 euros, ça vous fait 70 euros de bénéfices. C'est quand même très intéressant, je trouve. Le double buteur. On va pas l'oublier, hein. Le fameux double buteur, je pars sur Bradley Barcola et Ousmane Dembélé parce que là, comme je l'ai dit, il n'y a plus de grippe ou quoi que ce soit. Barcola et Dembélé risquent de jouer 90 minutes tous les deux. Barcola et Dembélé vont jouer des 1 contre 1 en position de force face à deux latéraux qui sont souvent pris défensivement. On l'a vu dans les 1 contre 1, ils sont en difficulté. C'est la force de Barcola et de Dembélé qui sont en pleine confiance en ce moment et qui ont retrouvé, surtout pour Barcola, le but, l'efficacité. Pareil pour Dembélé qui est sur un nuage et qui finalement marque de plus en plus. Donc ouais, 2,05, je trouve la cote très élevée pour ce double chance buteur. Stuttgart est une équipe qui concède beaucoup de buts. Donc pour moi, il y a vraiment la place pour Barcola et pour Dembélé, et puis un Désiré Doué qui pourrait se faire remplacer, sachant que Kvara n'est pas là. Je pense que Barcola et Dembélé vont jouer tous les deux 90 minutes. Si on doit parier résultat et grosse cote, le remplaçant était passé, le remplaçant marque un but, cette fois Dembélé va démarrer, donc je partirai plus sur ce score-là, soit 1-2, soit 1-3, soit 1-4. Voilà, 3 chances de score. Pour une cote à 6-10, je trouve ça intéressant. Parce que comme j'ai dit, on prend souvent un but malgré qu'on concède peu d'occasions. Et à l'extérieur, c'est assez bancal pour le PSG. Donc je vois bien une victoire au bout. Mais un 2-1, 3-1 ou 4-1, ça me semble vraiment le plus probable. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore une fois à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. J'attends vos avis en commentaire et vos pronos sur cette rencontre. Et merci à tous ceux qui utilisent le code RECOBA sur Unibet. Merci beaucoup. On se retrouve pour le débrief à froid jeudi, car je serai en live sur Paris Central pour débriefer mercredi soir en plateau. Donc voilà, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.